La première raison, il y a ce qu'on appelle les consensus. Ce sur quoi nous, les profs de philosophie, nous sommes tombés d'accord. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur tout, mais il y a des points essentiels sur lesquels tous les profs sont d'accord. Nous les appelons les consensus ou les exigences minimales. Moi, il y a une dissertation à commentaire. La deuxième raison, il est chargé de vous encadrer. Donc, il doit trouver les voies et les moyens pour vous apprendre la technique de la dissertation et la technique du commentaire. Ce que je ne peux pas tolérer, c'est quand un élève ne maîtrise pas la technique. La dissertation a 3 parties, comme le commentaire. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, il y a ce qu'on appelle les points saillants. Chaque prof peut enseigner tout ce qu'il veut. Mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. En dissertation, l'élève doit impérativement problématiser. Dites-nous de quoi il est question dans le sujet, quel est le problème que soulève le sujet. C'est obligatoire. Deuxièmement, il faudrait que l'élève nous montre comment il compte résoudre ou prendre en charge le problème qu'il a soulevé. Il va annoncer le plan. Maintenant, les élèves, comme ils ont l'habitude de le dire, ils me disent il faut amener le sujet, il faut poser le sujet, il faut reformuler, faites tout ce que vous voulez. C'est de la littérature. L'essentiel, c'est qu'en philosophie, il y a des compétences que l'on attend. L'élève doit être capable de problématiser, de nous dire de quoi il est question dans le sujet. Chaque sujet pose un problème spécifique, précis. Soit vous formulez la problématique de façon affirmative ou de façon interrogative. Le plan est obligatoire. Dans le développement, il faut éviter les généralités. Vous avez annoncé un plan, vous avez posé des questions, vous avez annoncé le plan de façon affirmative. Quelle est la première idée que vous comptez aborder? Formulez de façon claire, simple et précise l'idée. Puisque vous devez prendre en charge le problème qui est soulevé. Après avoir formulé l'idée à défendre, il faut expliquer l'idée. Que signifie cette thèse? Que veut dire cette thèse? Ou en tout cas, que signifie cette idée que je veux défendre? Dans la thèse ou dans l'idée que vous formulez, il y a des concepts. La vocation de l'art est-elle de représenter le monde ou d'exprimer la même vocation, la même art, la même exprimer, la même représenter? Donc c'est la conceptualisation. Quand je corrige une copie, tout au long du devoir, je dois sentir que l'élève est en train de faire un effort de conceptualisation. C'est obligatoire. Monsieur Babou, quand il fait son cours sur l'art, il commence par définir le mot esthétique et le mot art. Le beau. Obligatoire. Quand on fait le cours sur la liberté et le déterminisme, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le déterminisme? Je reviens sur la problématique maintenant, les liens qu'il y a entre les deux. Même la liberté, des tâches de liberté, des faire
am na libre arbitre de am na indépendance de bokkuñu de il clarifie les concepts ñu tuddee la conceptualisation la capacité qu'a l'élève de définir de façon claire simple et précise en prenant en compte le contexte de l'énoncé les mots soit de la thèse qu'il va défendre ou en tout cas d'une idée qu'il va défendre. Deuxième chose, et je rappelle qu'au moment où je corrige, si l'élève n'a pas conceptualisé, je pense qu'on peut lui enlever quelques points. Je ne dis pas beaucoup de points, mais quand même c'est un manquement grave pour un élève de traiter un sujet sans rendre clair les concepts ou manipuler. Deuxième chose que je ne saurais tolérer, vous voulez défendre une idée, vous l'avez exprimée de façon claire et simple. Dites-nous que veut dire l'idée, que signifie l'idée, quel est son sens. Ensuite, il faut justifier sur quoi je me fonde pour dire que l'art a comme vocation de représenter ou d'exprimer. Sur quoi je me base, sur quoi je m'appuie, ou bien sur quoi l'auteur s'est appuyé pour dire, parce qu'on peut vous donner une citation, ou on peut vous donner une affirmation. Si c'est une citation, une affirmation, dans la phase de validation, donc dans le développement, dans la première partie du développement, je dois valider l'énoncé, et par conséquent, cette phase affirmative que j'ai ou cette citation, je dois la rendre claire. Que signifie cette phrase? Que signifie cette affirmation? Que signifie cette citation? Sur quoi s'est appuyé l'auteur pour dire ce qu'il a dit? Ou sur quoi je peux m'appuyer pour justifier une telle position? Donc la justification. Tu utilises car, voilà parce que, voilà plus que, voilà dans la mesure où, c'est la justification. Ensuite, l'élève doit illustrer par un exemple une citation. Et là aussi, deux choses à prendre en compte. L'élève a-t-il le droit de convoquer un texte qui n'est pas philosophique pour illustrer une idée philosophique? Comme nous sommes en philosophie, ce que nous proposons, ce que nous sommes en train de vous initier, c'est d'utiliser des références philosophiques. C'est plus prudent. M. Bao peut citer un texte qui n'est pas philosophique, mais il a fait une analyse et une interprétation philosophique. Parce qu'il a les moyens intellectuels et conceptuels de faire le link entre l'idée philosophique qu'il veut développer et ce texte. Ce n'est pas un texte philosophique. Mais vous n'avez pas cette capacité. Donc, par prudence, limitez-vous au texte philosophique, à la limite, à quelques textes littéraires qui ont un lien avec l'idée philosophique. Par exemple, le cours sur l'art, tout à l'heure, je pense que c'est M. Dieu qui a cité un texte, qui est un texte littéraire. Donc, je reprends la citation. Attendez. La citation n'est pas un prétexte. C'est un outil que l'on utilise pour illustrer une idée que j'ai déjà développée, expliquée, justifiée. La citation vient pour appuyer, pour donner beaucoup plus de poids à mon idée, à mon argument. La façon de procéder peut changer. Hein? Quelqu'un peut commencer par une citation, expliquer l'idée et la justifier après. L'essentiel, c'est quand vous donnez une citation, est-ce que la citation a un lien avec l'idée que je suis en train de défendre? La citation qu'il faut à la place qu'il faut. La citation, soit avant de la donner ou après l'avoir donnée, il faut l'expliquer. Ce que je ne parle pas à un élève, c'est quand un élève me dit, un philosophe a dit. Donnez-moi le nom du philosophe. Descartes a écrit
dans le discours de la méthode. Tout à l'heure, M. Dieng l'a dit. Il y en a qui est très clair. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs quand il a dit comme. Parce qu'il n'a pas dit de venir mettre, il a dit comme il va me tête. Je ne saurais tolérer. Il faut que les choses soient claires. Mes élèves, ils sont dans la salle. Tout élève qui fait une faute sur le nom d'un auteur, c'est impardonnable. Martin Heidegger, Nietzsche, Kant et Spinoza, il faut savoir écrire correctement le nom des auteurs. Ne donnez pas à M. Babou, même s'il est gentil, le soin est quand même de mettre quelques remarques sur vos copies et sur les remarques négatives. Vous donnez l'impression que vous n'êtes pas rigoureux et vous n'êtes pas sérieux. Donc je reprends. La citation, c'est pour illustrer un argument. Que ce soit dans la phase de validation ou dans la phase critique, que vous appelez antithèse, chaque fois, il faut avoir à l'esprit quel est le problème du sujet, quels sont les arguments que je dois, la thèse que je dois défendre ou les thèses que je dois défendre, quels sont les arguments qui peuvent m'aider à soutenir ma thèse ou mes thèses, et comment dois-je faire pour convaincre le correcteur que cette thèse, même si elle n'est pas la mienne, est une thèse qui est défendable. Vous avez fini maintenant la phase de validation. Avant d'aborder la deuxième partie, qu'on appelle la phase critique, et là encore, il faut que les choses soient claires, les problèmes expliqués. Il y a deux possibilités. Vous faites un bilan partiel, si c'est possible, ou bien faites au moins une phrase de transition pour annoncer la deuxième partie que vous allez aborder. Dans la première partie, vous avez une thèse et vous avez plusieurs arguments pour défendre la thèse. Vous avez une idée et plusieurs arguments. Pour chaque argument, si c'est possible, faites un paragraphe. Vous avez un argument, vous avez une thèse, une idée à défendre. Faites-moi des paragraphes. Vous avez deux paragraphes, trois paragraphes, deux idées ou trois arguments qui justifient, qui défendent pour défendre la thèse ou l'idée à défendre. Dans la phase critique, c'est la même chose. Quelle est l'idée que vous voulez défendre? Rappelez l'idée. Expliquez-la. Faites attention par rapport aux notions, aux concepts que vous utilisez, que vous devez définir pour appuyer, pour illustrer, pour expliquer, pour rendre clair la thèse que vous défendez. Ensuite, justifier, et si possible, il faut illustrer par un exemple, une citation, une allégorie, une métaphore. Les deux moments de l'argumentation, mais la phase de validation et la phase critique. Les élèves me disent la thèse et l'antithèse, parfois même la synthèse. Ce sont des moments d'argumentation qui doivent nous aider à aller vers la résolution du problème qu'on a soulevé dès le départ. Dans la conclusion, deux points sont obligatoires. Faites un bilan. Rappelez les idées essentielles que vous avez défendues dans les deux parties ou dans les trois parties. Exprimez de façon claire, simple et précise votre position. La perspective, si je me réfère à Jacqueline Russe dans les méthodes en philosophie, elle dit ceci. Elle n'est pas obligatoire, elle n'est que souhaitable. Ku mën def ba mu baax defal, ku ko mënul bàyyil. La perspective consiste à poser une question pour relancer le débat, pour continuer le débat. Votre position donne l'apparence de clôturer le débat qui a été soulevé. La perspective ne fait que relancer. Elle est difficile puisqu'il faut que l'élève sache comment faire une perspective.
soit la question que je pose est une question pertinente et originale, qui a un lien avec le problème du sujet, ou qui a un lien avec la réponse que je viens de proposer. Mais quand vous soulevez une nouvelle question qui n'a rien à voir avec les idées que vous avez défendues, ou avec le problème du sujet, il va y avoir un problème. Donc, vous allez terminer votre conclusion en laissant une mauvaise impression. Donc, de préférence, dans la conclusion, limitez-vous au bilan et à votre point de vue. Maintenant, si vous êtes certain, vous n'êtes pas très fatigué, vous êtes certain que vous êtes capable d'ouvrir une perspective, faites la perspective, vous n'avez absolument rien à perdre. Pour le commentaire de texte, ce sont les suivants dans l'introduction. De quoi parle le texte? C'est ce que l'école appelle l'idée générale. Certains parlent même de problématique ou de problème ou de thème ou d'objet du texte. L'essentiel, dites-nous de quoi parle le texte. C'est obligatoire. Comment l'auteur a-t-il organisé et articulé les différentes idées de son texte? C'est ce qu'on appelle le mouvement, ou une structure argumentative, ou articulation des idées, ou encore les centres d'intérêt. Montrer les différents centres d'intérêt du texte. Quelle est la première idée que l'auteur a développée? Quelle est la deuxième idée que l'auteur a montrée? Et quelle est la troisième idée s'il y en a? Donc, montrer comment l'auteur lui-même a organisé, a articulé les différents centres d'intérêt, les différentes idées qu'il a développées. Maintenant, les élèves me disent qu'il faut parler de la situation, il faut parler du thème. En fonction de ce que votre prof a enseigné, respectez ce que votre prof vous a enseigné. Mais ce qui est obligatoire, c'est l'idée générale et ce qu'on appelle le mouvement, qui consiste à dégager les différents centres d'intérêt du texte. Oui. Oui, maintenant, je reprends, je m'excuse. Donc, je reprends. Donc, il y a l'idée générale, je m'excuse. 1. L'idée générale. 2. La thèse. Je rappelle que l'idée générale n'est pas la thèse. L'idée générale, c'est de quoi parle le texte, de quoi est question dans le texte, quel est le problème philosophique que soulève le texte. Par rapport à ce problème philosophique qui est soulevé par le texte, l'élève doit montrer la position que l'auteur défend par rapport à ce problème qui est soulevé par le texte. Donc, première exigence, de quoi parle le texte. Deuxième exigence, quelle est la thèse de l'auteur. Troisième exigence, et là j'insiste, c'est le mouvement du texte qu'on appelle articulation. Là, vous dégagez les différents centres d'intérêt du texte. Alors, là aussi, mes élèves, ils sont là. Il y a des choses que j'interdis à mes élèves. Je n'ose pas le dire lors des conférences. Vous savez, comme ça, je suis sensible. Je dis à mes élèves, j'interdis systématiquement qu'un élève me recopie une phrase ou un passage du texte comme idée générale ou comme thèse. Moi, je l'interdis à mes élèves. Ou plutôt, pour être beaucoup plus gentil, je les déconseille. Je les déconseille. Parce que l'élève ne fait aucun effort de formulation des idées. Donc moi, je ne dis pas, dans mes cas, je l'interdis, mais lors des conférences, je dis, je déconseille aux élèves de me recopier une phrase du texte ou un passage dans l'introduction et considérer cette phrase ou ce passage comme étant soit l'idée générale, soit la thèse de l'auteur. Dans mes classes, vous la faites, je vous donne ça. Les élèves savent très bien. Parce que pour moi, l'élève est paresseux. Alors, il est possible qu'une phrase du texte
soit la thèse. Dans la problématique, je n'ai pas le temps de le développer, la problématique, il fait l'arc, il fait une botte, d'où l'air. Il appartient à l'élève de la construire, de l'élaborer, de la montrer, de la mettre en évidence. Beaucoup de façon, c'est pas évident. La thèse de l'auteur, il arrive des fois que l'auteur l'exprime de façon claire dans le texte. Il y a une phrase qui est bien ma thèse. Même si c'est le cas, je dis à mes élèves, de grâce, ne me recoupez pas le passage, reformulez l'idée de l'auteur sans la trahir. Là, au moins, je sens que l'élève a fait un effort. Mais copier-coller, ça met mal à l'aise. Je me dis que l'élève est paresseux. Mais les collègues ont raison. On peut tolérer, on peut laisser passer, on peut accepter pour certains. En tout cas, moi, je le déconseille vivement à mes élèves. Je l'interdis à mes élèves. C'est déconseillé. Même si c'est une phrase de texte qui est la thèse de l'auteur, essayez de la reformuler sans trahir la pensée de l'auteur. Pour le mouvement, il est interdit. Alors, c'est comme la situation. J'ai dit à mes élèves, ne me faites pas la situation, elle est difficile à faire. Ne me faites pas une présentation ni de l'auteur, ni du texte. Nous n'en avons pas besoin. C'est beaucoup plus compliqué. Là, moi, étudier un texte dans l'œuvre, c'est difficile. Étudier un texte dans la passe de l'auteur, c'est difficile. Étudier un texte dans l'histoire des idées, c'est difficile pour un élève. Même pour les profs, parfois. Dans les textes de compte exposé, ça m'est arrivé. Je ne sais pas l'auteur. Donc, je reprends. Si c'est possible, ce que je vous conseille, respectez ce que le prof a enseigné à la classe. Ce qui est obligatoire dans le commentaire des textes, l'idée générale, la thèse de l'auteur, le mouvement. Matadiel me demande d'insister sur le mouvement. On dégage ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Il ne faut pas dire de la ligne 1 à la ligne 3, de tel mot à tel mot. C'est interdit. Du début jusqu'à tel mot. En philosophie, nous le déconseillons. Je n'ose pas dire, nous l'interdisons. Moi, je l'interdis dans mes classes. Parce que les élèves aiment la facilité, j'interdis à mes élèves la facilité. Donc, il est déconseillé de dire que le texte a 3 parties. Le texte va à 2 centres d'intérêt. Le premier centre va de tel mot à tel mot, de tel mot à tel mot. On ne le fait pas. Dites-nous de quoi est-il question dans le premier centre d'intérêt. Quelle est l'idée principale que l'auteur a développée? Quelle est la deuxième idée principale, ou le deuxième argument, ou la deuxième idée que l'auteur a développée? Et montrez-nous les liens qu'il y a entre la première idée et la deuxième idée et la troisième, s'il y a une troisième idée. Alors, on a dit expliquer et discuter. Il y a 2 possibilités. Mais nous, ce que nous recommandons à nos élèves, c'est d'expliquer d'abord les idées essentielles du texte. Ce n'est pas une explication linéaire. Nous demandons à nos élèves de faire une explication thématique. Il y a moins de risques. Donc, l'explication de la thématique, on doit expliquer les différents centres d'intérêt du texte, les différentes idées développées dans le texte, en prenant en compte les idées secondaires et les arguments que l'auteur a développés. Donc, expliquer d'abord le texte, ensuite discuter le texte. On a dit expliquer et discuter. La méthode la plus facile, c'est de procéder à une explication qui consiste à rendre claires les idées succinctes de l'auteur, à les expliquer. Pour les expliquer, il faut passer par la conceptualisation, définir les mots-clés en fonction du contexte de l'énoncé du texte, en vous appuyant sur la pensée de l'auteur si possible, rendre clair, expliquer les idées de l'auteur,
et si nécessaire, illustrer les idées de l'auteur, soit en vous appuyant sur le texte lui-même, soit en quittant le texte momentanément pour chercher des arguments ailleurs, dans le cours, dans vos lectures, des idées qui peuvent vous aider à rendre compte de façon beaucoup plus claire, à justifier également les idées de l'auteur. Là aussi, faites attention dans l'explication. Que signifie expliquer un texte et comment l'expliquer? Pourquoi je dis faites attention? Les élèves ont tendance à prendre le texte comme un prétexte à déserter. Le texte parle de la liberté. Ils laissent de côté le texte. Ils nous disent tout ce qu'ils savent sur la liberté. Quand vous expliquez les idées du texte. Surtout les arguments que l'auteur a donnés, les idées qu'il a développées, vous devez les expliquer. Vous n'avez pas le droit d'apporter des idées qui n'ont aucun lien avec le texte pour chercher à montrer les liens qu'il y a entre le texte et ces idées. Toute idée nouvelle que j'apporte pour éclairer le texte est d'abord et avant tout une idée qui se trouve dans le texte, mais l'idée que j'ai prise ailleurs doit m'aider à rendre claire l'idée du texte, à la renforcer. Il ne s'agit pas de faire un étalage de connaissances sur le texte qui porte sur l'art, ou sur la liberté, ou sur l'état. Il s'agit de rendre compte, de façon claire, simple et précise, d'expliquer de la façon la plus simple possible les idées du texte. Dans la discussion, que signifie discuter? Les profs l'ont expliqué. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas rejeter les idées de l'auteur. Et moi je dis, la meilleure façon de rendre hommage à un auteur, c'est de discuter de ses idées. Discuter. L'auteur a donné des arguments, il a développé des idées. Je peux ne pas les partager. Comme un autre auteur peut ne pas les partager. J'interroge les idées du texte. Je vais même aller plus loin. Je peux apporter des idées qui sont différentes, voire opposées à celles de l'auteur. Ou bien je convoque un autre auteur qui a développé des arguments qui s'opposent aux arguments du texte. Ce n'est pas rejeter les idées de l'auteur. C'est chercher à les enrichir en élargissant les perspectives d'analyse. Dans la discussion, ça je peux approfondir les idées de l'auteur, montrer les présupposés, les conséquences de ces idées, ou bien je peux élargir la perspective, c'est-à-dire que la façon de voir le problème, l'auteur l'a abordé sous cet angle, j'aborde la même problématique que le texte, mais sous un autre angle. Mais attention, tout en mettant en corrélation les idées du texte ou l'idée du texte avec la nouvelle perspective que j'ai apportée. Ce que nous corrigeons sont des compétences. La capacité à lire un énoncé et à le comprendre. La capacité à conceptualiser. La capacité à problématiser. La capacité à expliquer les idées de l'auteur. La capacité à discerner les différents sens du texte. La capacité à s'interroger sur un texte et à le critiquer, mais esprit critique. Donc nous corrigeons des compétences. On corrige également la capacité qu'a l'élève de déserter ou de comment. Est-ce que maîtriser une technique? Donc c'est un ensemble de compétences que nous corrigeons. Et tout au long de la copie, je vais voir si l'élève a respecté la méthodologie. Ces compétences, est-ce qu'elles se révèlent tout au long de la copie? Une copie où l'élève n'a pas donné de référence, je ne dis pas que ce n'est pas une copie qui n'est pas bonne. On aurait souhaité que l'élève qui a fait 9 mois de philosophie soit capable de donner une citation, un exemple, une métaphore, une allégorie qui lui permet
d'illustrer un argument qui vient de développer. Ça me fait plaisir. Je ne dis pas qu'une copie sans citation n'est pas bonne. Mais ce n'est pas souhaitable. Donc, on corrige également des compétences. Voilà. Est-ce que l'élève a utilisé des références précises, philosophiques? Est-ce que l'élève a une culture philosophique? Culture bi mooy lan? Citation yi ngay joxe. Les exemples, les métaphores, les allégories. L'élève a une culture philosophique. Si on a une conclusion, qu'est-ce qu'on corrige? L'élève va faire le bilan, mais l'esprit de synthèse, la capacité qu'a l'élève d'énoncer dans le développement, l'élève n'a fait qu'expliquer des idées. Maintenant, on demande lui, l'élève, de se prononcer par rapport à la question qui est posée ou par rapport au problème. Il doit exprimer sa position. Là également, soyez nuancés, soyez prudents. Le jeu n'est pas préférable. Nous pensons que, nous considérons que, nous jugeons que. Ou bien encore, il apparaît que, il est possible que, il semble que. Nous ne sommes pas catégoriques dans l'affirmation. Il ne s'agit pas seulement de faire une affirmation. Votre point de vue doit être justifié. Pourquoi j'ai un tel point de vue par rapport à tel problème philosophique? Pour me résumer, oui, Alain, il faut justifier le point de vue de façon succincte, de façon très brève. D'accord? Alors, je reviens un peu en arrière pour insister sur trois choses. L'épreuve de philosophie, c'est une épreuve redoutable. Mais c'est une épreuve qui laisse à l'élève le soin de montrer ce qu'il sait faire. Premièrement, la capacité de penser par lui-même. C'est ça qu'on corrige. L'originalité de la pensée de l'élève. L'effort qu'a fait l'élève pour conceptualiser, pour problématiser, pour argumenter, pour justifier, pour démontrer, pour donner des preuves de ce qu'il affirme de façon rationnelle. Donc, la capacité à penser par soi-même. Deuxièmement, l'autonomie de la pensée. M. Dieng l'a rappelé. Bien que l'élève soit lié par les exigences de la méthodologie, la philosophie a des exigences, l'élève a ce qu'on appelle une autonomie de la pensée. On lui laisse la liberté de penser, mais de penser sur un sujet précis, sur un problème précis, sur un texte qui a formulé de façon claire une problématique ou une idée. Et enfin, l'épreuve de philosophie, ce qui fait son charme, c'est que dans la conclusion, l'élève doit exprimer de façon originale sa pensée. C'est l'audace intellectuelle, c'est l'audace. C'est l'originalité de la pensée de l'élève. Il y a un élément sur lequel je n'ai pas insisté, c'est sur l'expression, la forme. Je rappelle que le feedback nous donne ce qu'on appelle une grille de correction. C'est ça que je voulais développer d'ailleurs, où on dit, ici c'est 7 points, ici c'est 8 points, ici c'est 5 points. L'expression, le France. Exprimez vos idées de la façon la plus claire possible. Sujet, verbe, complément. Faites le moins de fautes possible. Relisez la copie avant de la rendre. Évitez les phrases longues. Les mots dont vous ne comprenez pas le sens, ne les utilisez pas. Parce qu'en philosophie, chaque mot a un sens précis. Quand vous dites l'acte gratuit, déterminisme, indépendance, liberté naturelle, liberté civile, mot bu am na muy tekki. Et le prof, il veille à ce que l'élève respecte
le sens des mots en fonction du texte ou de l'énonce. Et surtout, avant de rendre la copie, relisez la copie pour vérifier la technique. Vous avez appliqué la technique. Vérifiez l'expression. Vérifiez l'argumentation. Vérifiez les idées. Parce que généralement, l'élève a beaucoup écrit. Il croit que toutes les idées sont pertinentes. Il y a des idées parfois qui vous écartent du problème du sujet. Et essayez de voir quelles sont les idées pertinentes et quelles sont les idées qui ne sont pas pertinentes. Et je termine en vous donnant toujours le même conseil. Respectez la technique de la dissertation et du commentaire tel que enseigné par votre professeur qui vous a encadré pendant 9 mois. Merci.